Coloscopie, Éric Dupond-Moretti, Laurent Baffy. Merci Éric d'avoir accepté mon invitation. Mais c'est un plaisir. Approche le micro, sinon on va se faire chier. Mais c'est un plaisir, Laurent. Nous sommes allés avec Roman voir ton spectacle. J'ai dit oui. Et on est sortis bluffés. D'abord parce que toi, tu n'es pas théâtreux comme nous, donc tu ne quantifies pas l'immense bonheur que c'est que d'avoir un théâtre de 1000 places plein à craquer jusqu'au 6e balcon. Il n'y a pas un strapontin de livres. Donc tu démarres, tu es un enfant gâté du théâtre. Tu vas quitter cette herbe bourrue tout de suite. Voilà. Est-ce qu'on est filmé ou? Oui, on est filmé. Ah oui, alors je vais quitter cette herbe bourrue immédiatement. Immédiatement. Je vais sourire. Tu vas sourire. Et donc je dois répondre là. Non, c'est pas une question. Tu te rends pas compte à quel point c'est précieux d'avoir un tel succès au théâtre. C'est vrai, mais c'est la chance qui sourit aux innocents, quoi. C'est comme aux audacieux. Et aux audacieux, c'est comme le mec qui va jouer au casino et puis il gagne le premier soir et il pense que tous les soirs on gagne. C'est le meilleur client d'ailleurs, celui-là. Et c'est vrai que plein de gens me disent, avec beaucoup de bienveillance d'ailleurs, c'est formidable de remplir Marigny. Et moi, je le mesure pas parce que je suis pas un professionnel du théâtre. Mais en même temps, je suis très heureux de voir qu'il y a du monde. On va refaire ta vie, ton œuvre, avant de rentrer un peu dans le détail, mais les gens te connaissent bien, mais peut-être que ton parcours ne parle pas à tout le monde. C'est toujours bien de refaire le parcours des gens. Tu es né un 20 avril comme Adolf Hitler. Quelle valeur tu partages avec lui? Et Monterland. Et Monterland. Et Miro. Et Miro. Donc avec Miro, je partage 2 ou 3 choses. La presbytie. La presbytie, voilà. Monterland, la reine morte. La reine morte. Et Adolphe... L'amour des chiens. Exactement. Puisqu'il aimait son berger allemand. Blondie. Eh oui. Je savais pas que tu irais gratter jusque-là. C'est pour m'accueillir, ça, que tu as refait la bio d'Adolphe. Tu es né à Maubeuge. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont de spéciaux là-bas, les clairs de lune? Tout ça ne vaut pas. Notre qu'on mettra. Tout ça ne vaut pas. J'ai oublié de te le dire. Ah oui, le clair de lune à Maubeuge. Oui. Ton père Jean-Pierre était ouvrier métallurgiste et ta mère Elena était femme de ménage. Tu perds ton père à l'âge de 4 ans. Déjà avant ta naissance en 57, ton grand-père maternel, immigré italien, a été retrouvé mort le long d'une voie ferrée. Ton oncle déposera plainte, mais aucune enquête ne sera diligentée et ça restera un mystère familial. Pourquoi à l'époque on s'occupait pas de la disparition d'un petit Rital? C'était une forme de racisme? Parce que c'était un petit Rital et que c'était sans doute une forme de racisme, ouais. Ouais, et ça a imprégné toute ma famille d'un sentiment profond d'injustice. Et c'est sans doute l'une des raisons, mais ça je l'ai découvert bien après, en tous les cas j'y ai songé bien après, c'est l'une des raisons qui explique que j'ai voulu devenir avocat. Et l'explication que vous en avez, il y a aucune hypothèse? Rien, on sait que c'est très vraisemblablement une histoire de femme, il a été retrouvé le long d'une voie ferrée dans une position telle que ça pouvait pas être accidentel, et puis rien. Puis il n'y a pas eu véritablement d'enquête. Deuxième déclic sur ta volonté de devenir avocat. À 15 ans, en 76, tu es marqué par Christian Ranucci, l'affaire Ranucci, qui est condamné à mort et décapité, bien sûr. Et pour toi, c'est le déclic. Tu décides de devenir avocat à ce moment-là. Ouais. Qu'est-ce qui t'ulcère? C'est la guillotine qui est un instrument barbare, le fait qu'on puisse encore décider de la vie ou de la mort d'une personne. Ouais, sans doute une forme de romantisme un peu morbide qu'on peut avoir quand on est un adolescent boutonneux. C'est quelque chose qui m'a choqué profondément. Et j'ai voulu devenir avocat sans savoir ce que c'était cette profession. En réalité, il y avait personne dans mon entourage qui exerçait ce métier. Et voilà, il y avait un truc un peu romantique comme ça. L'idée d'être seul contre tous, de défendre les hommes, c'est quelque chose qui me plaisait. Cette détestation de la peine de mort, elle vient d'où? Parce qu'à l'époque, il y avait pas beaucoup de militants. Si, il y avait Badinter, Mitterrand qui le faisait savoir du bout des lèvres, pas trop encore, parce qu'il avait été garde des Sceaux, Mitterrand, ouais. Et à l'époque on avait pas mal exécuté quand même, il faut s'en souvenir, mais les choses avaient changé. Il y avait Victor Hugo quand même, qui était un abolitionniste convaincu. Il faisait quoi comme boulot? Victor Hugo, il écrivait des petites nouvelles. Ça te parle ça, Roman, toi? Non?
C'est dommage, je te filerai un bouquin. Un exemple de livre qu'il a pu écrire? Claude Gueux. Claude Gueux. Claude Gueux. Claude, un prénom. Gueux, un patronyme. C'est le plus connu de Victor Hugo. Non, il y a Les Misérables aussi. Et puis il y a quelques jolis poèmes. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne. Ah, moi je faisais demain, dès l'aube, dès l'heure où chier ma compagne, je partirai très tôt, quand ça pue, je m'éloigne. Bah c'est ça, mais c'est la première mouture qu'il a écrite, lui. Qu'il a affiné Avant qu'on torture son écriture et son immense talent. Pour te payer tes études d'avocat, tu étais très courageux, t'enchaînes des petits boulots. Tu es même fossoyeur. C'est vrai. Pendant combien de temps t'es fossoyeur? Alors, quelques mois, j'ai fait des trous, effectivement, pour accueillir de nouveaux locataires, puisque un cimetière, c'est un périmètre. C'est facile de faire son trou dans ce métier? Non, non, il faut suer sang et eau, non. Non, c'est pas simple. Il faut être courageux c'est tout ce qu'on t'avait proposé? Ben non, j'ai fait plein d'autres trucs. Là, j'ai demandé à toutes les caisses de retraite de songer à moi, puisque je suis désormais accessible à l'âge de la retraite. Et il y a plusieurs caisses, donc il y a un peu de maçonnerie, il y a un peu de boulot en usine, il y a du boulot en boîte de nuit. Tu vas pas toutes les convoquer, parce que tu as pour habitude de... Mais j'en ai quatre. Oui, mais tu vas bien lâcher une caisse. Non, il n'est pas question que je lâche quoi que ce soit, non. C'est le fruit de mon travail, quand même. En 1984, tu commences ta carrière d'avocat à Lille et tu obtiens ton premier acquittement en 1987. Vachement bien renseigné, ouais. Tu enchaînes les succès qui te vaudront le surnom d'acquittator. L'ogre aussi, on t'appelle l'ogre. T'as pas l'air d'aimer acquittator. Oh, je préfère acquittator à perdator, mais... Non, ce qui m'emmerdait dans Acquittator, c'est que ça pouvait donner le sentiment à des clients à venir que il suffisait que c'était joué. Ouais, qu'il suffisait de me prendre pour que ça marche. Et on a parlé évidemment de quelques succès, mais il y a eu aussi beaucoup d'échecs. Ouais. Ton style est agressif au point que certains magistrats voient en toi une sorte de terroriste des prétoires. Non, mais c'est les cons qui disent ça. Je n'ai jamais terrorisé personne, moi. Mais tu t'es mis à dos une partie de la magistrature. Oui, peut-être. En les bousculant. Oui, en bousculant un certain nombre de... Oui, bien sûr, mais quand on défend quelqu'un, il a contre lui une enquête de police, il a contre lui le travail d'un juge d'instruction, d'une chambre de l'instruction, etc., etc., etc. Donc, faut bousculer un peu les choses. Mais de là à terroriser, quand même, on peut pas galvauder les mots. En 2004, tu obtiens un nouvel acquittement au procès d'Outreau, ce qui fera de toi une star incontournable du barreau. Tu as défendu, on balance des noms, Yvan Colonna, Jérôme Kerviel, le frère Mera, des mafieux, des tueurs, des violeurs, des flics, des voyous, des stars, des sportifs, toujours avec la même conviction. Tu t'es déjà engagé dans des batailles juridiques que tu savais perdues d'avance? Oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a des types que l'on défend qui ont commis certains crimes et on sait qu'on ne pourra pas obtenir l'ombre de l'once d'une circonstance atténuante. Mais en même temps, c'est important pour le type lui-même, pour l'accusé lui-même, d'entendre quelqu'un qui va dire 2 ou 3 choses sur son parcours, parce qu'on est le fruit de son histoire, on n'est pas que ça, parce que sinon ça voudrait dire que tout est écrit à l'avance. Mais il y a une part de déterminisme, et puis il y a des gens qui, en entendant leur avocat, entendent pour la première fois quelqu'un dire du bien d'eux. Et c'est pas rien, ça. Donc même quand on sait qu'il n'y a pas le résultat au bout, il faut quand même se lever et plaider. Mais en tant que star du barreau, tu croulais sous les demandes, c'était quoi tes critères de sélection? Pas forcément l'empathie, puisque tu défendais des gens pour lesquels tu n'avais pas d'empathie. C'était d'abord l'agenda. Oui. Ouais. Avant le dossier. Oui. L'agenda, l'intérêt du dossier et l'argent aussi, bien sûr. Parce que pendant des années, j'ai été ce qu'on appelle un jeune avocat, modeste, très modeste dans mes honoraires, puis c'était bien normal. J'ai fait beaucoup de commissions d'office, de défense gratuite. Et puis, à un certain moment, mais je suis comme tout le monde. Et donc, il y avait ces 3 critères qui se mélangeaient. Mais ce qui ne m'interdisait pas de temps en temps de dire, là, j'y vais gratos, j'y vais à l'œil.
Je me souviens d'une dame qui était venue me voir pour que j'assure la défense de son fils. Elle était femme de ménage. Donc déjà, ça, elle avait La fille coché. Château? Non. c'est autre chose. Elle avait coché une bonne case. Et elle me demande combien, quel est le montant de la provision. Je lui dis 5 000 francs, hein, à l'époque. Et elle me sort 50 balles. Oh, c'est mignon. Chaque 1000. C'était une femme du Nord. Donc j'ai pris ces 50 francs, et puis je suis allé plaider pour elle. Mais en même temps, quand j'avais un client qui était fortuné, voilà, je me rattrapais. Hein. Et il n'y avait aucune raison que je ne le fasse pas, d'ailleurs. Il y a des affaires que tu as regretté d'accepter? Non. Non? Non. Et il n'y a pas des moments où tu étais en contradiction avec tes valeurs, quand tu défendais des gens qui ont fait des choses qui pouvaient heurter ta sensibilité ou ta morale? Mais d'abord, quand on défend quelqu'un, on défend pas son crime. Ouais, moi, j'ai défendu des innocents, des coupables, des gens absolument formidables, des salauds. Alors, il y a un phénomène curieux qui est un phénomène de contamination. Quand on défend un innocent avéré, l'opinion publique trouve que l'avocat est un type formidable. Et quand on défend un salaud, évidemment, par contamination, on est un salaud. Mais pour autant, c'est pas une adhésion. C'est pas parce que j'ai défendu un pédophile que j'ai aimé la pédophilie. Et c'est pas parce que j'ai défendu Mera que j'ai aimé l'islamisme radical. Le frère Mera t'a défendu. Pas Mera lui-même, Oui. qui était... Et on lui reprochait la même, comment dirais-je... Attention. Oui, état d'esprit, en tous les cas, choix religieux, ouais. Mais toi, tu n'avais pas de barème moral en disant je ne fais les pédophiles, je fais pas, ou non, tu prenais tout le monde. Non, mais bon, d'abord, ces gens qui sont accusés, ils ont rencontré sur leur passage plein de gens qui les ont jugés et dont c'est le métier d'une certaine façon. Et moi, je voulais pas être un juge de plus. Je n'ai aucune vocation à devenir le guide spirituel de tel ou tel. Donc ça ne m'a jamais gêné. Et puis je pense que ça ne gêne pas les vrais avocats en réalité. Mais quand tu défends, par exemple, Patrick Balkany, tu arrives à te convaincre de ce que tu dis, ou c'est juste le technicien qui parle? Mais qu'est-ce que j'ai dit si l'on résume mon intervention? Tu as essayé de minimiser ce dont on l'accusait. Ouais, mais j'ai dit que c'était un monde nouveau qui jugeait un ancien monde, ce qui n'est pas complètement faux. J'ai dit aussi qu'il n'était pas que sa fraude fiscale, parce que les faits étaient reconnus. En tous les cas, moi, c'est ce que j'ai plaidé. Et j'ai dit aussi qu'à l'époque où il a commis les faits qui lui ont été reprochés, la fraude fiscale était pas dans le top 3 des infractions les plus graves, que les choses ont beaucoup changé. Je me souviens, moi, que il y a une époque où on parlait de la fraude fiscale en disant c'est un sport national. J'entends bien, mais la fraude fiscale, c'est la partie visible de l'iceberg. On le soupçonne de plein de malversations et peut-être d'avoir été le fusible d'un changement d'époque quand on sait que Pasqua, qui a donné dans les malversations, n'a jamais été en prison de sa vie. Alors, malversation, moi, ce que je sais, c'est que la prévention, qui était celle retenue par les juges d'instruction, c'était une prévention de fraude fiscale. Bon. Mais c'est vrai que les choses ont beaucoup changé. C'est vrai qu'il y a 20 ans, la fraude fiscale, on la regardait pas comme on la regarde aujourd'hui. Et qu'il y a toute une évolution dans les mœurs, mais dans plein de domaines, c'est comme ça. Il y a des gens qui ont été condamnés en 42 pour des avortements. C'est aujourd'hui, et fort heureusement, remboursé par la Sécu. Ça, c'est des évolutions sociétales qui font que, ce qui est grave à un moment devient très très grave à un autre moment. Et tout ça, et il faut quand même le relativiser, parce que Balkany, c'était pas un perdreau de l'année, c'était quelqu'un qui avait déjà avec ce fameux 70 système ans. des Hauts-de-Seine, initié par Pasqua, où il y avait bien plus grave que... Ouais, j'entends bien, mais il faut aussi dire que le ménage a été fait dans la politique française. Il faut dire aussi que il n'y avait pas de règles, et qu'il y en a aujourd'hui. Les fonds secrets, par exemple, ont disparu. C'est Jospin qui les a fait disparaître. Donc là aussi, il y a une évolution importante des mœurs en matière politique. Mais je t'ai senti emmerdé, parfois, on te voyait aux infos,
tu sortais du tribunal avec lui, et d'un seul coup, il prenait la parole, et tu disais, oh putain, il est hors contrôle, et je sentais de la détresse dans tes yeux. Oui, bah t'as pas eu tort, oui, c'est exactement ce qui s'est passé une fois. Je sors du tribunal, et puis sa femme avait fait une tentative de suicide, et moi, je souhaitais dire, et c'est à peu près ce que je dis d'ailleurs, je dis Balkany n'est pas que sa fraude fiscale, c'est aussi un homme, voilà, et il vient de vivre un élément douloureux, un événement douloureux, le suicide de sa femme qui avait été découverte à même le sol, etc. Et il a 70 ans. Et là, il m'interrompt, et il y a toutes Pour les te caméras, corriger sur son âge. pour me corriger, il me dit « Non, maître », avec un grand sourire. Enfin, moi, j'essayais d'être dans la gravité, c'était un truc un peu sur le ton de l'oraison, chose grave. Et là, il dit « Non, maître, pas 70, 71 ». Et là, je l'aurais tué, quoi. Je le regarde, je le fusille du regard, je dis « Mais qu'est-ce qu'il fait ?» Voilà. En 2013, tu refuses la Légion d'honneur. Tu refuses aussi de rentrer dans la franc-maçonnerie. Est-ce que c'est lié, le refus de la Légion d'honneur et le refus d'entrer dans la franc-maçonnerie? Non, je pense que c'est deux choses différentes. Moi, je ne me reconnaissais pas dans la franc-maçonnerie. J'avais un très vieux pote, qui a été mon mentor d'ailleurs, qui disait « La religion avec Dieu, c'est déjà chiant, mais alors sans ». Et ça m'avait... d'abord, ça m'avait beaucoup amusé. Et puis, ça m'avait convaincu, le cérémonial... les règles de respect, de la fraternité. J'ai vu parfois ce que ça donnait en matière de justice. Hein. Ouais. C'est-à-dire des injustices. Ça, je l'ai vu dans certains dossiers. Puis c'est une confrérie où les gens, ils se soutiennent entre eux. Non, mais il y a... C'est un pouvoir. Il y a dans la franc-maçonnerie un aspect qui est positif, qui est... on livre une réflexion et on a eu de la chance dans la République d'avoir les maçons. Enfin, quand même, tous les grands édifices républicains portent souvent... Ont été bâtis par des maçons. Oui, et puis il y a une vraie... Tu n'as pas vu le jeu de mots, là. C'est dommage. Non, pourquoi? Tous les édifices ont été bâtis par des maçons. La maçonnerie. Tu vois? Mais c'est pas terrible, ça. Non, je ne dis pas que c'est bien. Mieux. Je dis pas que c'est bien. C'est de la merde. Non, c'est de la merde. C'est de la merde. Ouais. On est d'accord. Mais Ouais. je voudrais aussi que tu vois, même quand c'est de la merde, en fait. Oui, mais là, le truc, c'est que tu m'as coupé dans ma réflexion, il faut que je reprenne le fil. Donc je pense que la maçonnerie a apporté beaucoup de choses, notamment à la démocratie, à la République, à l'élaboration de la République. Bon, oui, c'est une évidence. Et en même temps, il y a un volet qui est sombre, c'est ce que Mitterrand appelait les frères la gratouille. Voilà, on n'est plus là pour les bonnes raisons, on est là pour s'entraider et des fois, pas de façon très jolie. Donc, Et la Légion franc-maçonnerie, j'ai d'honneur, jamais voulu. Alors, la Légion d'honneur, j'ai évolué sur cette question, mais je me disais, ma mère, elle l'aura jamais, la Légion d'honneur. Et elle a été femme de ménage, technicienne de surface, mais au même salaire. Et elle s'est fait chier toute sa vie, elle l'aura jamais. Et il y a des gens qui l'ont et qui, à mon avis, de mon point de vue, la méritent pas. Alors, ça, c'était l'idée qui était la mienne. Et puis, quelques jours après mon arrivée à la chancellerie, j'ai décoré des personnels pénitentiaires. Et j'ai vu à quel point... pardon, sur ton initiative ou Non. non? Non, c'était déjà préparé à l'avance, mais c'est à moi qu'il incombait d'assurer la cérémonie, au fond. De ces gens que tu connais bien pour les avoir fréquentés. Oui, bien sûr, pendant plus de 30 ans, oui, bien sûr. Et l'émotion qui était la leur et l'émotion de leur famille, c'est quelque chose qui m'a touché. Alors, j'ai plus tout à fait le même regard sur les décos. Et aujourd'hui, Et moi, j'en ai toujours pas, d'ailleurs. non, mais aujourd'hui, tu l'accepterais. Ça dépend par qui elle m'est remise. D'accord. Par qui tu ne souhaiterais pas qu'elle te soit Oh. remise? Par plein de gens. Tu n'es pas tombé dans le piège. Après avoir déclaré, quand on te demandait est-ce que tu aimerais être garde des Sceaux, tu as déclaré il faudrait en avaler des couleuvres pour accepter Ouais. ça. Mm. Tu acceptes. Est-ce que tu as avalé beaucoup de couleuvres? J'en ai avalé quelques-unes, forcément, mais quand je La dis plus ça, indigeste. la plus indigeste, c'est parfois de devoir se taire. Je dis d'ailleurs dans le spectacle, être ministre, c'est d'abord apprendre à parler ministre.
Et apprendre à fermer sa gueule, disait. Et apprendre à fermer sa gueule accessoirement. Par exemple, on ne peut pas exprimer une idée qui serait contraire à la ligne du gouvernement auquel on a l'honneur d'appartenir. Moi, c'est de la solidarité gouvernementale. Puis ensuite, il faut toujours faire gaffe à ce qu'on raconte parce que les mots que l'on prononce, le moindre mot qu'on prononce peut être sujet à polémique. Et Dieu sait que dans l'époque actuelle, on préfère le putaclic et le buzz à toute autre chose. Et nous-mêmes, on cède à cette mode parce que les meilleurs extraits de cette interview seront repris et on buzzera. Et on est devenus, alors qu'on avait une morale auparavant, Roman et moi, on est devenus des vraies petites putaclics, quoi. Ouais, c'est ce qui se dit dans tout Paris, hein. Qui t'a convaincu d'accepter ce poste, Macron ou Castex? Macron. Ouais. Tu le connaissais avant? Non. Mais moi, sur le coup, j'ai trouvé ça formidable qu'il s'adresse à toi. J'ai trouvé que c'était légitime de prendre quelqu'un qui connaît le problème de l'intérieur. Oui. Sans jeu de mots. Ben, je pense que c'est ce qui a dû le motiver, ouais. Parce que, en réalité, il y a deux façons d'être ministre. Et moi, je pense qu'il faut des ministres qui viennent de la société civile et qui n'ont pas forcément d'autres ambitions que celles de bouger un peu les lignes. Et parlant de te couper, je pense aussi qu'il faut des ministres qui ont une légitimité et qui ne soient pas à qui on ne distribue pas des portefeuilles. Tiens, t'as été à la santé, là on va te filer la culture, là on va te filer. Ta nomination était légitime, même si elle a ulcéré les. Mais c'est un peu différent de ce que je voudrais exprimer là. Moi, quand je suis arrivé, je savais, par exemple, le corporatisme et l'entre-soi dans la magistrature. Donc j'ai pris un certain nombre de mesures assez fortes. Je les ai payées très cher parce que. Par exemple, nommer une avocate à la tête de l'École nationale de la magistrature, faire en sorte que les justiciables, quand été maltraités par les juges, puissent les attraire devant leurs instances disciplinaires, faire en sorte que des magistrats non syndiqués puissent accéder au Conseil supérieur de la magistrature, faire en sorte que les enseignants de l'École nationale de la magistrature ne soient plus exclusivement des magistrats, mais qui viennent de tous les horizons. Ça, on me l'a fait payer. Moi, je m'en fichais parce que mon objectif, c'était d'améliorer les choses qui me paraissaient pas très jolies et que je connaissais de façon charnelle. J'ai été avocat 36 ans. Alors, le ministre qui, lui, a pour seule ambition de traverser son ministère sans être égratigné parce qu'il pense à autre chose, je suis pas bien certain qu'il ait envie de bouger les lignes comme moi j'ai eu envie de les bouger. Puis c'était déjà financièrement, toi, t'as réduit de 14 fois ton salaire, ouais. 14 fois. Ouais. C'est-à-dire que t'étais payé quoi, 6 000, 8 000, hein, tant que. 6 008, ouais. 6 008, donc ça voulait dire que tu gagnais quoi, près de 100 000 euros avant par mois. Et c'est pas rien. Non, c'est pas rien, mais c'est pas rien non plus de servir son pays. Oui, et de rentrer dans l'histoire et. Oui. Bah oui, non, mais t'as l'air de minimiser ça. Quand tu es ministre, tu rentres dans l'histoire. Alors oui, après, mais tu rentres pas là pour te dire je rentre dans l'histoire. D'abord, tu sais pas comment tu rentres dans l'histoire. Enfin, moi, j'ai été injustement poursuivi. Ça a duré 3 ans. Pardon, mais si je suis condamné, je sors par la porte de service. Hein. Ouais, je sais. Qu'est-ce qui reste du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti? Bah rien. Il a été condamné. Un scandale. Ouais. Tu resteras 4 ans à ce poste. Quelle est l'action dont tu es le plus fier aujourd'hui? Ah, il y en a pas qu'une. Il y en a pas qu'une. Il y a. Attends, on se comprend pas. Je te dis pas qu'il y en a qu'une. Je te demande celle. J'en file qu'une. Celle tu. Ah oui, mais c'est très. Si, là, on dirait un gorille en laisse. Là, détends-toi. King Kong en laisse. Bon, Jean-Michel Blanquer, arrête un peu. Sors de ce corps. Sors de ce corps. Je sais pas, ok, mais... dis-moi 3, mais dis-moi. Bon, ok. Alors, que je comprenne, moi. 3, c'est déjà mieux. Il y a déjà celle que j'ai... mais ça, c'était pas dans la question. Donc, c'est bien. Là, les 4 que j'ai évoquées, en voilà déjà 4. Bon. Le contrat du détenu travailleur. Le renforcement des moyens comme jamais auparavant. En termes de personnel, en termes de budget pour la justice, l'IVG dans la Constitution. Au niveau des prisons, tu as pu faire évoluer un peu les choses? Non. Non.
Non, pas suffisamment, sauf que j'ai mis en place un contrat du détenu travailleur, que j'ai fait venir un certain nombre de patrons, qu'on a considérablement augmenté le nombre de détenus qui travaillent, parce que pour moi c'est le gage... De la réinsertion. Bah oui, évidemment, évidemment. Puis il y a un texte dont je suis fier, mais non, mais il y en a beaucoup. C'est compliqué vraiment de choisir, mais il y a la possibilité pour les homosexuels qui ont été condamnés avant l'abrogation du délit d'homosexualité d'être indemnisés. Après, il y a le Paul cold case, mais là, je suis plus dans les clous de ta question. Il y a plein d'autres choses. Tu as déclaré dans la presse, pendant 3 ans, on m'a pourri la vie, j'ai vécu un calvaire médiatique et judiciaire. C'est vachement fort comme phrase. T'as pas regretté d'avoir dit oui, si t'as subi un calvaire, les mots ont un sens. Rien ne mérite qu'on subisse un calvaire. Non, mais c'est pour ça que je suis sur scène. Sur scène, je ne parle pas que de ça, mais je parle de ça, et ça me fait beaucoup de bien parce que j'ai dû la boucler pendant toute cette période. Mais si c'était à refaire, je le referai. Malgré. Oui, malgré, parce que y a plein de choses. Là, tu me demandes de dire 2 mots sur le bilan qui a été le mien, donc évidemment on choisit 2 mots, et moi je suis très respectueux de celui qui me pose la question. Donc 2 mots, c'est 2 mots, même si j'en ai mis 3. Mais il y a plein de jolies choses qui ont été mises en place. Le problème, c'est que parfois, entre le moment où les choses sont mises en place et le moment où elles deviennent effectives, t'es plus à ce poste. Non, c'est même pas ça, c'est que c'est du temps de frustration pour les gens. Il dit non, mais le ministre, il a dit que, par exemple, la justice amiable en matière civile, un procès qui dure 4 ans, il se passe en 4 mois. Mais il faut le temps que ça se mette en place. Et les gens, le type qui attend son divorce là, depuis 3 ans et demi, il dit mais qu'est-ce qu'il raconte, le ministre? C'est toujours aussi long, c'est des conneries ce qu'il raconte. Donc le temps médiatique et le temps politique sont pas du tout les mêmes. Ouais, il y a une inertie qui oui, décale forcément, tout. bien sûr. Donc tu joues au Théâtre Marigny, j'ai dit oui. J'ai dit oui. Pourquoi t'as pas appelé ça règlement de compte à hockey choral? Parce que je préfère mettre en avant le j'ai dit oui. Pendant 1h40, tu refais le film de ta nomination et de ton arrivée au ministère de la Justice, des attaques dont tu as été la victime. Tu parles de ta mise en examen pour prise illégale d'intérêt. La justice te soupçonne d'avoir voulu régler des comptes avec des magistrats qui étaient tes ennemis. Tu rentres dans le détail. Parfois, on se mélange un peu dans les noms. François Moulins, Rémi Hentz, Véronique Malbec, Édouard Levrault. Faut suivre. Mais tu as un tel don d'orateur que c'est fascinant que de voir la qualité d'écoute de cette salle. Tu ne s'abonnes pas une fois en 1h40, tu ne dis pas un mot pour un autre, il n'y a aucune erreur dans le texte. Je ne sais pas si c'est dû à ta mémoire, ton habitude, tes décennies de plaidoirie, ou est-ce que parfois tu vas pomper un peu de texte à droite à gauche. J'ai pas vu ça, tu dois avoir tes petits secrets. Mais est-ce que t'es pas le premier étonné de voir à quel point les gens sont captivés par ce qui aurait pu ou ce qui aurait dû être un livre? Ouais. Il y a ce qu'est le Parlement, par exemple. Il y a des tas d'anecdotes. Il y a ma campagne dans le Nord-Pas-de-Calais. Bon, j'y mets beaucoup d'humour et je pense beaucoup d'autodérision. Il y a la découverte du Parlement, ce qu'est le Conseil des ministres. Bon, là, c'est assez simple, au fond. Et puis, de temps en temps, comme césure, il y a une vanne et bon. Alors après, c'est vrai qu'il y a un passage un peu plus difficile qui est voilà ce que l'on a fait à Édouard Philippe, Agnès Buzyn, Olivier Véran, et voilà ce que l'on m'a fait. Et là, c'est vrai que on a beaucoup bossé pour simplifier, puis on a vachement simplifié, mais il faut en même temps qu'on rentre un peu dans le dur et qu'on explique les choses. On peut pas le survoler, ça. Je peux pas dire... Non, là, tu rentres dans le détail. Non, mais je peux pas dire... je vais vous dire, j'ai fait l'objet d'un procès de poursuite inique, dégueulasse, scandaleuse. Il faut que je donne du grain à moudre. Alors, c'est vrai que ça, c'est un peu plus complexe. On a essayé de simplifier. Là, je suis vraiment à l'os. Je vois pas ce que je peux enlever. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a une grande qualité d'écoute. Ça ajoute à la performance parce que c'est pas toujours évident à suivre et les gens n'en perdent pas une miette. Et après, on retourne à la perquisition
qui est quand même un truc absolument inouï, que je raconte dans le détail. En montrant la photo de ton bureau. En montrant la photo de mon bureau, le coffre éventré, la magistrate qui filme mon bureau comme si c'était une Instagrammeuse. T'as mis une petite plaque à son nom. J'ai la petite plaque pour la présidente, oui, qui, voilà, c'est ça la postérité aussi. Hein, il y a son nom maintenant sur ce vieux coffre éventré par un serrurier qui est venu avec une meuleuse. Donc, ouais, il y a un petit passage, c'est vrai, mais je ne pouvais pas ne pas l'évoquer. Et à vrai dire, je l'ai bouclé pendant 3 ans, quoi. Là, tu refais le match sur 4 années passées Place Vendôme, tu mets les points sur les i, tu laves ton honneur, tu penses tes blessures, et sur les réseaux, les critiques sont élogieuses. Ça a été voir un petit peu ? Non. Bon, je t'en cite quelques-unes, en vitesse. Intelligent et touchant. Pas mal, ouais. Ça revient 2-3 fois, je sais pas. Pas une seconde d'ennui à l'écoute de ce moment de vie. Un orateur de classe qui sait captiver son public. Excellent spectacle à goûter avec gourmandise. Un seul petit bémol. Un seul. Très bonne présence sur scène, mais pourquoi montrer sa bite, ça n'apporte rien au texte. Ouais, ça c'est vrai. Et je veux le retravailler avec mon metteur en scène. Je sais pas pourquoi on a fait ça. Philippe Lelouch. Ah ouais. Ouais. Surtout que les gens au fond ne voient pas grand-chose. Ton succès peut donner des idées à d'autres. Je me suis amusé, moi, à imaginer d'autres personnages politiques faisant un seul en scène. On commence avec Nicolas Sarkozy. Le titre, Mon alibi pour la Libye. Et spectacle joué uniquement en matinée, puisqu'il doit être chez lui à 20h. Ouais. François Fillon, Pleure pas Pénélope, un titre qui a fait ses preuves au théâtre. Roselyne Bachelot, Les monologues du vagin, ça c'est faux. Non, ça c'est fait. Tu corrigeras. Jean-Luc Mélenchon, l'État c'est moi. Surtout pas se mettre au premier rang si on veut pas se faire cracher à la gueule, parce que quand il crie ça, il est... Tu l'as rencontré, La République, c'est moi. Et il a dit l'État c'est moi. Ouais. Ouais, oh, bah, c'est pas Surtout étonnant, l'État, dans c'est sa moi. mégalomanie totale. Oui. J'ai rencontré qui? Mélenchon, tu l'as rencontré ça? Oui, bien sûr. J'étais l'avocat des policiers qui l'a bousculé. Et alors, j'ai le temps une petite seconde que je raconte ce qu'il a fait. C'est ton interview. Les petits procédés Mais on n'a staliniens. pas le temps. Oui ou non? J'essaie d'être... Je dis, tu me demandes si on a le temps. Ouais. Vas-y. Bon. Mais on n'a pas le temps. Bon, il a raconté en réalité que les policiers qui m'avaient désigné, parce que j'étais partie civile, je me suis constitué partie civile contre lui dans le procès qui a fini par sa condamnation, et il a raconté que c'était une manigance de l'Élysée si c'est moi qui avait été désigné par les policiers. C'est un mensonge absolument éhonté. Il a dit par ailleurs qu'il me connaissait pas. On appelle. Oui, c'est pas grave, ça va attendre. C'est qui? Je sais pas. Ça vient de l'autre côté de l'océan ou pas? Non, parce que là, celle à laquelle tu penses, elle est en vol, là. Elle traverse l'Atlantique. D'accord. Encore atterri. D'accord. Donc finalement, tu as fait condamner Mélenchon. Bon, allez, d'accord. Donc j'ai pas le temps de raconter mon anecdote, c'est pas bien grave, mais Et je voudrais ton anecdote, s'il te plaît. Brigitte Macron vient me voir au théâtre, le premier spectacle. Le premier spectacle. D'accord. Et là, on fait une photo de groupe. Moi, je connais pas Brigitte Macron plus que ça. Donc, il y a Brigitte Macron, Bibi, Lelouch, Michel Lombroso, photo. C'est elle qui met ça sur les réseaux sociaux. Il prend la photo, il la découpe. C'est des bons procédés de Stahl, ça. Il reste sur la photo, ma pomme et Madame Macron. Et nous sommes l'un à côté de l'autre. Et voilà pour lui la preuve absolue de ce que c'est elle qui me fait rentrer dans le dossier pour les flics qui l'a bousculé. Et donc ça devient une espèce de complot politique, machin, voilà les procédés. Voilà ce que raconte ce mec. Ce type est un menteur. Mais il n'y a personne pour dire, mais non, la Si, photo, elle a été publiée partout. Mais moi je l'ai dit. Ouais. Mais moi je l'ai dit. Mais il a toujours des affidés, des gens qui
qui le croient, des gens qui pensent que c'est un type correct. On continue dans les seuls en scène. Ouais. Des personnels politiques. Jordan Bardella, Ouais. droit dans mes bottes. Tu crois que ça peut marcher, ça? Bah, ça marche bien en ce moment, ça. Hein. Oui. Anne Hidalgo, pour moi, ça roule. Je sais pas où, à Paris. Non, c'est à Paris, là, le spectacle. Oui. Ça roule à Paris. Oui, pour moi, ça roule. Bah, il faut une petite vanne pour attirer les gens, non? Jérôme Cahuzac, les yeux dans les yeux, ça claque. Tu l'as défendu, Jérôme Cahuzac. Ouais. Tu savais qu'il était coupable? Bah, je pense qu'il n'y avait pas de doute là-dessus. Il n'a bah pas si, dit il y avait qu'il des ne l'est. doutes. Non, au début, il dit ça, et ensuite, il reconnaît les faits. Oui, Mais d'accord. regarde, tiens, arrêtons-nous une seconde sur à quoi ça sert un avocat. Ah, évidemment, tout le monde lui tombe dessus parce qu'il dit les yeux dans les yeux, il le dit devant la représentation nationale, etc. Et moi, je demande à un expert psy de le voir. Et je plaide que humainement, je dis bien humainement, il ne peut pas faire autre chose que de mentir. Parce que c'est le monde qui s'effondre. Alors tout le monde s'en fout. Parce qu'il est prisonnier de son mensonge. Mais il est prisonnier de son mensonge, ouais, totalement, ouais. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Il y a un point de non-retour quand tu as été trop loin dans le mensonge. Bah, tu sais, le fondateur de l'Église, c'est Pierre, il a menti à 3 reprises avant le chant du coq. C'est pas Judas qui a menti 3 fois? Ah non, c'est Pierre. Ah, t'as l'Évangile, tu connais pas bien. Non, Ça manque à ta culture. Victor. Victor Hugo et l'Évangile, je te recommande quand même, c'est pas mal hein, comme truc. Mais Roman, toi qui es juif, tu connais mieux la Bible que moi. Oui, mais j'ai été en école Mais catholique. Jésus, il a dit à Judas avant que le chant du coq, tu me trahiras 3 fois. Non? Non mais tant que Judas ait trahi le Christ, ça semble une évidence, ça. C'est acquis pour tout le monde. Mais l'histoire du chant du coq. Et pour quelques menus monnaies. Mais le 30 deniers. Ah ben bravo, tu vois. T'es pas aussi nul que ça en évangile. Bon, mais Pierre, il a la trouille. Il a la trouille. Et donc, quand on lui dit, mais vous connaissez... Pourtant, l'autre lui faisait confiance. Il dit, Pierre, oui, tu es enfin, Pierre, et sur toi, je bâtirai mon église. Il tombe à l'époque sur le SRPJ romain. Il dit, non, je le connais pas. 3 fois, il le dit. Et le mensonge, c'est vrai parfois... que ça me parle, cette Ça histoire. te parle, bon. Ben, tu vois, et le mensonge, des fois, c'est un peu inéluctable, quoi. C'est un peu inéluctable. Et là, en l'occurrence, on a retenu davantage le mensonge que la fraude, à proprement parler. Il a été, en première instance, plus condamné pour le mensonge que pour la fraude. Et c'était important qu'il y ait un psy qui passe et qui explique ce mécanisme-là. Parce que le type, s'il dit oui tout de suite et s'il dit les choses, le monde s'effondre. Et on a tous des petits mensonges à nous reprocher. Toi, par exemple, c'est quoi tes petits mensonges que tu as à te reprocher? Ces petits mensonges de la vie, c'est quand je plaidais aux assises, souvent je disais, mais voilà, hier soir vous êtes arrivé tard à la maison, qu'est-ce que vous avez dit à votre femme? J'ai rebu un Ricard avec Bébert ou j'étais dans les embouteillages? Et là, tous les jurés se marraient, tous les mecs ils se marraient. C'est imparable. Bah, c'est imparable, ouais. T'as bu beaucoup de Ricard avec Weber? J'en ai vu quelques-uns, ouais. Dominique Strauss-Kahn. Alors lui, je le verrais bien dans un marivaudage avec un titre à l'ancienne, genre « Quand la bonne est trop bonne ». Et Emmanuel Macron, ça c'est mon rêve, c'est mon fantasme. Je voudrais le voir dans un seul en scène, intitulé « Je suis riche, mais j'ai 10 sous ». Un peu à la Bourville. Ouais. Non, c'est pas bon ça. Je vais te citer des... Attends, c'était quoi la chanson de Bourville, là Le fer à 10 sous. Le fer à 10 sous, ouais. C'est pas cher, ouais, c'est ça. Je vais te citer des noms de garde des Sceaux et pour chacun ou chacune, je veux que tu me dises une action positive ou négative à ce poste. Nicole Belloubet. Le texte qu'elle a pris sur l'exécution des peines. Rafraîchis-moi la mémoire. C'est un texte qui a retoiletté l'exécution des peines. Et c'est un bon texte. D'ailleurs, il est toujours en vigueur aujourd'hui. Qui apporte quelle amélioration? Je ne veux pas rentrer dans le détail. Non, mais brièvement. Écoute, par exemple, sur l'aménagement des peines, on a été plus sévère que l'était autrefois la législation. Autrefois, on pouvait aménager les peines jusque 2 ans, et aujourd'hui, ça n'est possible que jusqu'à 1 an. Voilà, celle-là, c'était pour le coup une mesure de sévérité. Christiane Taubira. Mariage pour tous, je peux pas te citer autre chose. Je suis d'accord avec toi. Michel Alliot-Marie.
Michel Alliot-Marie, faut demander à Molin s'il était son directeur de cabinet. Invite-le, il te donnera les détails. Ce qui est sûr. Rancunier. Ah oui, rancunier, oui. Ah oui, c'est sûr, ça. Rachida Dati. Je crois qu'elle a développé les centres éducatifs fermés, et je pense que c'est quelque chose de pas trop mal, ça. Robert Badinter, qui est pour beaucoup de gens le meilleur garde des Sceaux qu'on ait eu en France, c'est pas te faire offense que de dire ça. Et c'était pas le premier garde des Sceaux de Mitterrand? Non, c'est Maurice Faure. Et donc c'est lui qui doit naturellement porter la politique pénale qui a été voulue par le président de la République, François Mitterrand, qui a dit, avant d'être élu, qu'il ferait abroger la peine de mort. Ce qui était courageux en période électorale, parce que 70% de la population était contre. Oui, c'est vrai, ça. Très courageux, bien sûr. Parce qu'il aurait pu louvoyer, mais il est très clair, il dit je ferai abolir la peine de mort. Mais l'histoire, mais c'est comme ça. A retenu Badinter. A retenu Badinter, et c'est lui qui, de fait, va porter le texte de façon exceptionnelle. Bien sûr, on se souvient tous du discours. Cela dit, sa plaidoirie pour sauver la tête de Patrick Henry a été un acte fondateur. C'est l'un des actes fondateurs, oui, bien sûr. Un autre garde des Sceaux, Michel Jonas, plus étonnant. Oui. Michel Jobert. C'est ça. Roman, tu écris mal. Michel Jobert, on retiendra. C'est moins étonnant que Michel Jonas, dont je ne me souvenais absolument pas. Qui était une super nana, quand même. Ouais. Alors, les avocats célèbres. Robert Badinter, c'était le meilleur pour toi? Moi, j'ai peu connu Robert Badinter. Je l'ai connu. Tu peux avoir un panthéon sans connaître les gens. Oui, mais oui. Il y a un bémol. Non, il n'y a pas de bémol. Moi, j'ai fréquenté beaucoup Leclerc, Pelletier, Haïk, Temim. Robert Badinter, c'est pas ma génération. Gisèle Halimi, mais là, je te parle des gens qui ne font pas partie de ta génération. Ça veut dire quoi? Mauvaise avocate? Non, c'est pas du tout ce que je dis. Moi, j'ai jamais plaidé avec elle. Attends, donc, quel rapport entre ça et ça c'est non, bien. mais strictement aucun rapport. Gisèle Halimi a été une combattante efficace de la cause féministe. Elle a obtenu à Bobigny que enfin on inverse un peu le cours des choses en ce qui concerne celle qui était contrainte de pratiquer l'avortement. Elle a ouvert évidemment la voie à la possibilité ensuite, grâce à Simone Veil, de mettre en place l'avortement. J'ai, si j'ose dire, terminé le travail avec l'IVG dans la Constitution. On est le premier pays au monde à l'avoir fait. Comme avocate pénaliste, moi, je la connais pas. Je sais ce qu'elle a fait, je connais son œuvre, je la respecte infiniment. J'avais plaidé avec elle. L'avocat du diable, Jacques Vergès. Moi, j'ai bien connu Jacques Vergès, une grande intelligence, pas un orateur, et puis des combats un peu curieux à la fin. Et puis même une vie atypique, il a disparu 8 ans, personne ne sait où. Il a disparu 7 ans, on ne sait pas trop où il est parti, on ne sait pas trop ce qu'il a fait. Voilà, et moi je retiens le Jacques Vergès courageux pendant la guerre d'Algérie. Il est un des rares avocats à ne pas avoir eu un seul client condamné à mort. Et oui, il a été courageux, même physiquement courageux. Jacques Vergès, il avait d'ailleurs un parcours de résistant dont on parle peu, mais qui mérite le respect. Roland Dumas. Roland Dumas, j'ai peu connu, moi. Voilà, il a été l'un des ministres importants de François Mitterrand. Et François Mitterrand avait une formule un peu dont il avait le secret. Il disait, j'ai 2 avocats. Pour le droit, Robert Badinter, pour le travers, Roland Dumas. Roland Dumas, ouais. Gilbert Collard. Un paparazzi judiciaire. C'est le fait qu'il soit d'extrême droite qui te met dans cet état. Du tout, non. Tu lui attribues pas des qualités en tant qu'avocat? C'est un très bel orateur, c'est un grand plaideur, c'est un cynique absolu. Absolu.
Par exemple, qu'est-ce que... Par exemple, il suffit de regarder son parcours politique. Il a été de toutes les écuries, de toutes les gamelles, au gré de ses intérêts immédiats. Il était dans le même dossier à la fois partie civile et pour l'un des accusés, ou l'inverse, rien ne le gênait, voilà. Karim Achoui, on peut rappeler qui c'était Karim Achoui, un avocat des truands un peu? Oui, c'était un avocat parisien sulfureux, qui a été condamné, qui est interdit d'exercice. Je crois qu'il est avocat en Algérie. Il a pris 3 balles dans le buffet, non? Il a été victime d'une tentative d'assassinat et c'est un rescapé. Oui. Mais je ne peux pas en dire plus. Toi, tu penses que tu as été meilleur avocat ou meilleur garde des Sceaux? Oh, c'est pas à moi de dire ça, c'est compliqué. C'est aux autres? Ouais, je pense que l'œil ne se regarde pas voir, ouais. C'est aux autres. On va écouter les autres. Ah. Oui, je comprends, mais c'est pas facile. Faut appuyer sur play. C'est où? Je pense meilleur avocat. Je suis pas sûr. Non, qui reste avocat, c'est trop une célébrité maintenant aujourd'hui, mais au moins voilà, il fait ce qu'il veut en tout cas. Voilà. Merci, monsieur. Ma question, il était pas prêt pour les deux, mais je pense qu'Ardoka, il était quand même vraiment très très beau. C'est un très bon orateur. C'est ce que je peux vous dire. Savoir s'il est meilleur avocat que ministre, honnêtement, je me suis pas vraiment intéressé au truc, mais c'est un très bon orateur. C'est oui. Il me semble, avocat, on l'a appelé agitator, ministre. On l'a jamais appelé ministrator. Ah ouais, on dit. Non, je rigole. Non, garde des sons. Je savais même pas qu'il avait été avocat. Je sais pas, il faut que je commande. Non, ça vaut ce que ça vaut. C'est les gens qu'on chope dans la rue. D'abord, c'est sympa. Oui, toujours. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas d'injure, il n'y a pas de tout ça, là. C'est un peu partagé, je trouve, et puis, voilà. Et puis les gens qu'on chope comme ça dans la rue sont pas forcément des spécialistes. Mais... Non, mais d'ailleurs, il y a un des gars qui dit, là, je sais même pas qu'il avait été avocat, donc, mais c'est plutôt sympa. Ouais. On va terminer avec une interview. Comment tu peux? Comment je peux quoi? Comment tu peux aimer la corrida, toi qui es du signe du taureau? Ah ben justement, les taureaux de corrida, ils vivent pas en stabulation 1 an et demi, on leur coupe pas les couilles. Ils sont libres dans les terres andalouses, et c'est des animaux qui vivent... Et camarguaises. Oui. Mais tu penses que c'est un combat... Non mais si j'étais taureau, moi, puisque c'est la question, hein. Ton signe astrologique est taureau. Oui, d'accord. Et tu es pro-corrida. Oui. Est-ce que c'est audible aujourd'hui d'être pro-corrida? Ah, quand il fait le mec qui comprend rien, c'est quand même un chef-d'œuvre, hein, bon. Non, mais si j'étais taureau, alors je suis taureau, je préférerais vivre en Andalousie 5 ans, en totale liberté, qu'en stabulation 1 an et demi. Voilà ma réponse. Je te repose ma question. Est-ce que aujourd'hui c'est un discours audible que d'être pro-corrida? Je sais pas si c'est audible. Enfin, moi, je dis à ceux qui n'aiment pas la corrida, et je comprends parfaitement, vous avez évidemment le droit de ne pas y aller. Mais ne m'emmerdez pas quand j'y vais. Voilà, je respecte votre choix, votre liberté, je le respecte totalement, mais ne m'embêtez pas si je veux y aller. Mais le problème, Monsieur Caron, qui est un éléphiste convaincu, compare la corrida à l'excision. Je suis pas sur cette ligne-là. Oui, ou alors on peut considérer, on compare très vite les abattoirs au camp de la mort, ça c'est le point Goldwyn, mais pourquoi pas quand c'est pour défendre une bonne cause? Il y a quand même de la souffrance animale. C'est vrai, il y a de la souffrance animale, mais pas que. Au plaisir du spectacle des humains. C'est juste, mais pas que. Qu'est-ce que tu dis? C'est pas un hasard si Goya, Picasso, Hemingway, y ont trouvé une forme d'art. C'est pas non plus neutre que de voir le côté androgyne du torero, des petits barros. D'ailleurs, j'ai dit à Cabrel un jour que
Je lui en voulais parce que sa chanson est absolument sublime. On est d'accord. Sublime. Bon. Mais j'ai été initié jeune à ça et j'y trouve une forme de, comment dirais-je, de satisfaction intellectuelle et esthétique. Je trouve que la mort est présente, qu'elle rôde, et je pense aussi que beaucoup de gamins aujourd'hui ont la conviction que le lait sort d'une brique de lait, que la viande est empaquetée et qu'il y a une sorte de détachement entre la nature telle qu'elle est et ce que l'urbain en a fait. Personnellement, j'aime pas la corrida, mais je déteste les gens qui hurlent de joie quand un torero se fait embrocher. Je trouve ça indécent. Et je ne serais pas contre l'idée d'une corrida où on ne tue pas le taureau. Mais quand j'en parle à des aficionados, ils me disent que c'est impossible parce que ce que veulent les gens, c'est la mort à la fin. Est-ce que toi, tu serais d'accord pour une corrida sans mise à mort? Bon, les corridas portugaises se terminent pas par des mises à mort. D'accord. Et il y a tout un courant de pensée chez les amateurs de corrida où effectivement on évoque une corrida où il y aurait pas la mort à la fin. Et toi, ça te conviendrait, ça? Moi, je pense que le taureau... toi qui es un fervent défenseur de l'abrogation de la peine de mort. Oui, enfin... sauf pour les taureaux, en fait. Enfin, intellectuellement, on peut pas comparer, et d'ailleurs, tu le fais pas, la mort du taureau et celle du torero, et en même temps dire, mais comme avocat, vous êtes un fervent défenseur de l'abolition de la peine de mort, mais vous ne l'accordez pas à un taureau. Moi, je fais le distinguo entre un homme, un animal, et j'ai la prétention, ça peut paraître paradoxal, d'aimer les animaux, et de les aimer beaucoup. Aujourd'hui, on a tous pris du plaisir à aller dans des marinelands, voir des spectacles avec des dauphins et des orques. Et aujourd'hui, je suis satisfait qu'on mette un terme à cette captivité. Est-ce que toi, tu penses que l'évolution des choses mènera vers une interdiction totale des corridas un jour? Oui, je pense. Et est-ce que tu penses que si les gens adoptaient les corridas portugaises, ça pourrait être une sorte d'arrangement? Bah, c'est une projection à laquelle certains songent déjà. Et puis, il y a des régions espagnoles qui ont abandonné la corrida. La Catalogne a abandonné la corrida, enfin, plus pour des raisons politiques d'ailleurs. Moi, je pense qu'il est inéluctable que la corrida, dans les années à venir, devrait mourir de sa belle mort. Il y a d'ailleurs des pays d'Amérique latine où on pratiquait assidûment la corrida et on ne peut plus la pratiquer. Je pense que les choses sont en train d'évoluer, les mentalités évoluent, c'est une réalité, ça. Celui qui ne le constate pas est à côté de ses pompes. Pour revenir à la corrida portugaise, s'il n'y a pas de mise à mort de l'animal, ça ne retire rien au courage du torero qui se pointe, qui se met devant un animal de 600 kilos. Il faut une paire de couilles énorme pour faire ça. Alors, ça aussi, ça fait partie des choses qui font partie du spectacle. Je l'ai pas dit tout à l'heure, bien sûr. Je parlais de la mort qui est présente, du côté androgyne, de la danse, de la musique, de la lumière. Il y a aussi le courage des toreros. Surtout le courage du torero. Ah ouais, mais je suis d'accord. Il faut se planter devant un taureau qui est un fauve là, qui risque à tout moment. Déjà moi, quand je me mets en face d'un King Kong tenu en laisse, ça c'est une connerie. Ça, je le savais. J'ai vu à son air qu'on allait quitter le sérieux pour la gaudriole. Comment tu peux aimer la chasse, toi qui es buffle dans l'astrologie chinoise? Ben, je vais t'expliquer, c'est pas compliqué. On va prendre un bois de 100 hectares avec une population de chevreuils. Il faut réguler, on est d'accord. Ben voilà, c'est tout. Mais je te parle pas de régulation, on peut la faire autrement. Je te parle du plaisir qu'on obtient en foudroyant un animal avec un fusil. Ouais. Bon, d'abord, moi, j'utilise peu le fusil, je suis fauconnier. Et le faucon avec lequel je chasse, tu lui donnes pas de la salade à bouffer. Donc, tu as des faucons? Ouais. Combien? 2. Des tiercelets?
Alors, c'est marrant que tu saches ça. Oui, j'ai un tiercelet de Gerfaux Pèlerin. Alors, tiercelet, on va quand même expliquer, là, ça mérite une explication. C'est le mâle des rapaces parce qu'il est un tiers plus petit que la femelle. Voilà. Dimorphisme sexuel. Dimorphisme sexuel, voilà. Et donc, le mâle, on l'appelle le tiercelet. Et la femelle? La bobonne. La forme. Voilà. Bravo. Ah ouais, moi, je sais ça depuis des années. Voilà. Eh bien, moi qui n'aime pas la chasse, Ouais. et j'aime les rapaces, Ouais. et j'y trouve moins à redire. Et donc tu les envoies chasser quoi? Des lapins? Alors, des perdrix? avec parce que je pratique le haut vol et le bas vol. Le bas vol, c'est lapin. Quand tu plaides? Oui, c'est ça, lapin et lièvre. Non, c'est le haut vol, là, alors, si tu veux être méchant. Et puis le haut vol, c'est la plume, faisan, perdreau, canard. Donc, tu n'as pas de fusil, tu n'aimes pas abattre des sangliers? Ça m'est arrivé, voilà, mais ça n'est pas ma chasse de prédilection. Et puis, moi, j'aime le gibier. Tu le manges? Ah oui. Ah bah oui. Moi, j'aime pas faire souffrir les animaux, mais il m'est arrivé de pêcher à une condition que je mange le poisson. Alors que certains puristes, auto-qualifiés de puristes, pratiquent le no-kill. J'entends bien, sans ardillon à l'hameçon, et il relâche. Eh oui. Comment peux-tu aimer... Ouais, Pourquoi tu ris? Oh, mais parce que je m'attends au pire, là, maintenant. Il y a une gradation, là. Parce que là, c'était assez soft. T'es dans l'autocontrôle, là. Tu as une image de moi qui est déplorable. Ouais, je sais. Comment tu peux aimer le guacamole, toi qui es avocat? Ben, c'est pour ça que je le pimente beaucoup. Comment tu peux aimer les toilettes modernes, toi qui étais garde des Sceaux? Oh non, celle-là. 2 ans de travail. Oh, putain. 2 ans de travail. Pardon pour le gros mot, mais ouais. Comment tu peux aimer les Canadiennes, toi qui fais jamais de camping? Ah, mon Dieu, il est temps que ça se termine, ce truc-là. Celle-là, je la note parce que quand je vais l'appeler tout à l'heure, je vais lui dire Canadienne, camping. Voilà. Qui est partagé entre la honte et le rire. Ouais, c'est ça. Tu trouves ça C'est- affligeant non, et puis rigolo? C'est assez bien vu, ouais. Ouais, c'est ça. Voilà. Comment tu peux oser piloter un bateau, toi qui ne sais absolument pas naviguer? Si je sais naviguer, pourquoi? Comme une merde. Comme une merde, peut-être, mais... Tes amis ont parlé. Il paraît que tu pilotes. Ah, je sais qui a balancé, ouais. Je sais qui a balancé. C'est Philippe Lelouch qui a balancé. Ouais. Il m'arrivait au port où j'étais un peu seul pour attacher les boots, là, et je me suis retrouvé dans le port comme... c'était pathétique. J'avais un chapeau de paille, et le chapeau de paille est remonté avant moi, et les autres, ils se marrent encore. Il y a 10 ans de ça, et ils se foutent encore de ma gueule. Ouais. Comment tu peux aimer la chanson française, toi qui chantes aussi mal? Ah, c'est pas vrai, je chante pas si mal que ça. Si? Non, mais On va voir tout de suite. Ah non. Si. Si. Tu vas chanter. Qu'est-ce que tu veux que je chante? Une chanson. Je vais lancer la chanson et tu vas chanter avec le chanteur. Marche pas, Roman. Voilà. Mets-moi du son fort, s'il te plaît. T'es prêt? Bah, on va voir, ouais. Ah, évidemment, la tonalité. Ah, c'est Claude Barzotti, ça. Ah ouais, elle a bien balancé le louche, hein. Chante-moi les paroles, moi. J'ai pas les paroles. Chante! Mais chante quoi? Attends le refrain. Attends. On va te trouver les paroles alors parce que. T'es un bande de salauds. Bah non, mais moi je pense. Tu m'as pas dit karaoké. Du regard et des mains, t'apprivoiser une proposition, un pourparler.
Une invitation à tout oublier. Tanguer comme les radeaux des rives, les canoës. Comme le vin enivre se griser. Comme un tango tangué se renverser. On attend le refrain. Vas-y, embarque le truc. Fous-nous les poils. Comme le bateau au fond de l'océan. Surtout quand tu pilotes. Comme on choisit le vide, le néant. Aime-moi. Aime-moi. Je t'aime, Eric. Aime-moi. Je peux pas faire plus. Hélas, aime-moi. Ah, tu vois, c'est pas un chanteur de douche, c'est pas si mal que ça, non? T'es impressionné, là. Hein? Ouais. Tu as tous les talents, Eric. Merci. Oh, c'est quoi cette autre musique qu'on entend? C'est le générique fin. Oh merde. Tu voulais que ça dure plus? Ah ouais. Ah ouais. On arrivait à quelque chose d'extatique, là, maintenant. Ouais. Merci d'être venu, merci pour ta confiance, merci d'avoir sacrifié ton jour de repos pour venir déconner avec moi. Merci beaucoup, Eric.